Non, je bannis pas les gens généralement. Alors ça m'arrive de temps en temps de bannir quelqu'un sur Twitter, mais en fait, j'applique une règle qui est très simple, qui est que quand tu as un conflit avec quelqu'un, si cette personne a également un conflit avec toi, ça s'arrête jamais. Quand une personne me gonfle, qu'on n'est pas d'accord, généralement, je ne l'affiche pas. Comme ça, cette personne, elle peut continuer, entre guillemets, à tirer des pics sur moi, et comme moi, je ne les vois pas, je ne réagis pas, et il n'y a pas de surenchère, en fait. On finit par un silence radio, et on passe à côté, quoi, tout simplement. Alors que si tu bannis cette personne voit que t'es banni, donc elle a la haine, elle peut t'attaquer sur d'autres réseaux. Et à l'inverse, si quand t'envoies un pic, l'autre elle t'en renvoie un, ça s'arrête jamais non plus, tu perds du temps. Généralement, je me concentre sur les gens que j'aime bien, les gens avec qui je travaille. Ceux que j'aime pas, je fais clic droit, masquer. C'est pour ça que c'est aussi rare que vous me voyez répondre et être virulent au sujet de quelqu'un, parce que généralement, ça mène à rien. Ça m'arrive de temps en temps, et vous le savez, de prendre le temps d'écrire 2-3 messages quand je trouve vraiment qu'il y a des gens qui se foutent de la gueule du monde. Mais de manière générale, je ne réponds pas. Et je pense que c'est la bonne chose à faire. En tout cas, c'est ce qui me prend le moins de temps. Comme en fait, la plupart des protocoles et la plupart des projets sur le restaking n'ont pas encore lancé leur token, ils commencent à donner des points qui vont leur permettre de faire un airdrop de leur jeton quand il va exister. Donc en gros, pour faire simple, il y a des gens qui vont chercher du rendement en faisant du restaking. Il y a des gens qui en ont rien à cirer, qui vont juste pour générer des points. Et donc, il y en a qui commencent à échanger ces différents rendements et ces différents points. Donc là, en fait, il commence à y avoir des plateformes qui permettent, entre guillemets, d'échanger. Au lieu d'avoir 2 fois plus de rendement, tu as 2 fois plus de points. Tu vas échanger tout ton rendement de stacking, donc tes 3 ou 6%, contre les points d'un autre gars, en te disant que vaut mieux perdre le rendement et gagner les points d'un autre plutôt que l'inverse. Et là, il y a un problème, parce que là, il y a un nouveau comportement. Il y a des plateformes comme Pendle, que je vous présente dans la vidéo, qui s'adressent aux plus fous, vraiment à des tarés, qui veulent vraiment prendre tous les risques. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo si vous voulez découvrir ce monde-là. Soyez prudents. Je vous dis pas qu'il faut le faire, je vous dis juste que c'est intéressant de comprendre comment ça marche, mais il y a des gens qui mettent carrément leur solde d'Ether en jeu pour pouvoir acheter les points de 10, 20, 30, 40, 60 personnes. Et donc à ce moment-là, tu perds ton rendement, mais tu perds aussi tes Ethers. Pour être franc, les gars, j'ai essayé, moi j'ai déjà perdu plus de 10 000 $. Alors perdu non, j'ai perdu 10 000 $ pour avoir des points. Ces points ont maintenant une valeur, ils vont me rapporter quelque chose, donc on ne sait pas. Mais j'ai vraiment foutu en l'air quelques Ethers pour essayer ça et pour aller au bout du truc. C'est vraiment attractif. Vous savez, ça dégage la même odeur que Uniswap au début, quand il y avait PancakeSwap, quand il y avait SushiSwap. Ça dégage la même odeur que les ICO en 2017. Ce même truc un petit peu, oula, casino gambling, mais derrière, il y a une nouvelle ère et un nouveau paradigme quand même, quoi. Les amis, Hong Kong, potentiellement, pourrait lancer un ETF Bitcoin Spot d'ici juin 2024. Est-ce que ça va apporter autant, voire plus de liquidité que les États-Unis? J'en ai aucune idée. Pour être franc, Wall Street est quand même connu pour avoir une puissance assez forte. On sait qu'on parle de milliers de milliards pour BlackRock. On parle de gros gérants en Chine, mais de centaines de milliards de dollars, c'est quand même pas la même puissance. En tout cas, ce serait un tunnel et ce serait enfin un moyen également pour des institutions de l'autre bout du monde d'apporter de la liquidité. Incapable de vous dire si ça aura le même impact. Attention, la Chine a dit que c'était interdit d'investir pour les Chinois vu que c'est à Hong Kong. C'est possible. En attendant, il y a une grosse partie de la place financière de Hong Kong qui est, entre guillemets, une solution. D'ailleurs, Hong Kong, c'est chinois. C'est assez particulier, mais certains disent que c'est la Chine capitaliste, quoi. Mais ça leur permet de garder un certain contact avec le monde, alors que la Chine se ferme à beaucoup de choses. En tout cas, ça reste une nouvelle place d'institution qui pourra investir directement sur Bitcoin. Chainlink présente son nouveau bridge transporteur, qui est un bridge qui permet de faire passer des tokens d'une blockchain A à une blockchain B. Token dont la liste est sous vos yeux: Ethereum, Arbitrum, Avalanche, BNB Chain, Base, Polygon, Optimism et Wemix, dont je viens de lire et de prononcer le nom pour la toute première fois de ma vie. Je continue. L'Union européenne qui met en garde contre le principe de réorganisation des transactions. Alors pour faire très simple, les validateurs de la blockchain Ether vont traiter les blocs où il y a le plus de commissions, le plus de frais. C'est ce qu'on appelle le MEV, Maximal Extractable Value. Ce qui en gros te fait comprendre que tu vas réorganiser les transactions et naturellement traiter en priorité les transactions où tu as le plus de frais. Le problème, c'est qu'en faisant ça, parfois tu autorises des gens qui viennent et qui payent juste plus de frais pour exécuter leur transaction avant la tienne.
Et le problème de cette pratique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses qui sont vraiment graves avec ça. Comme par exemple, je vois dans la blockchain que toi, tu es sur le point d'acheter 10 000 € de Bitcoin, tu vas faire monter le prix, moi j'envoie une transaction beaucoup plus rapide pour acheter du Bitcoin juste avant toi, tu achètes, tu fais monter le prix, je revends. C'est ce qu'on appelle par exemple du front-running, exactement Enera 96. Bref, c'est un exemple, acheter 10 000 € de Bitcoin ne fera pas monter son prix, mais vous avez compris l'idée, le mécanisme derrière. Et donc, voilà, là l'Union Européenne, l'ESMA, avertit sur les risques associés derrière le MEV, et c'est possible, sachant qu'ils sont en train de bâtir Mika 2, c'est possible qu'on ait des petites surprises et qu'on ait un TikTok. Attention, là, va y avoir une interdiction et ça pourrait toucher certaines pratiques on-chain. Les amis, la TVL de la blockchain Coinbase explose. Ils sont passés de moins d'1 milliard à plus de 3,9 milliards de TVL, donc c'est la valeur totale des actifs et des cryptos bloqués sur ce réseau-là. Base, la blockchain de Coinbase, basée sur Optimism, devient le 3e layer 2, la seconde couche la plus importante du moment. Et je vous parlais de Base dans ma vidéo sur les layer 2. C'est clairement une narrative qui va, Bonjour à toutes et à tous. vraiment faire du bruit et qui va concentrer une partie des intérêts et des profits, les amis. Je vous invite à regarder ça. Ça a déjà rapporté, je crois, 700 millions de profits à Coinbase dans les, je sais pas si ces derniers mois, donc c'est vraiment costaud. Prono sur le Doge, ce prochain mois, je vais être franc avec toi mon ami, je ne fais pas de pronostic sur les crypto-monnaies, encore moins sur le Dogecoin. J'ai fait une vidéo entière sur le Dogecoin pour te raconter que c'était la blague la plus lucrative du 21e siècle. Je vais pas te faire un prono sur son prix le mois prochain. Les frais de réseau seront vraiment-ils suffisants pour donner envie aux mineurs? Oui, toujours, bien sûr. En tout cas, je pense. Dis-toi qu'il va falloir peut-être encore 8 ans pour que ça devienne non significatif. Tu vas passer de 3 à 1,5, de 1,5 à 0,7. Dis-toi que avec les ordinals, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, il y a déjà eu des moments où, au lieu d'avoir 6,25 bitcoins de distribués aux mineurs, tu avais 6,5 bitcoins de distribués aux mineurs. 0,25 bitcoins qui viennent des frais sur un total de 6,25. Donc aujourd'hui, c'est pas grand-chose, mais si le réseau est plus utilisé et que en plus de ça, tu te retrouves à avoir des récompenses qui sont baissées jusqu'à 0,75, on pourrait très vite arriver d'ici 8 ans dans un bitcoin où 50% des frais viennent des fees de transaction. Ouais. Après, ça dépend jusqu'à quel prix peut monter Bitcoin. Et ça va dépendre de plein de choses. Est-ce qu'il sera toujours aussi antifragile? Est-ce qu'il sera toujours aussi résistant? Est-ce qu'il aura toujours les fonctions qu'on lui prête aujourd'hui? Le monde va tellement vite, les amis, entre l'intelligence artificielle, l'évolution de la technologie, il y aura peut-être des nouveaux concepts de sécurité, peut-être que Bitcoin pourra évoluer avec ces concepts, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, un usage supplémentaire ne devrait pas baisser le prix de Bitcoin. Est-ce que tu as vraiment besoin de toutes ces layer 2? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une ou deux layer 2 vraiment pertinentes qui nous permettent de changer de paradigme? Probablement. C'est tout. Tu vois, c'est exactement comme si tu dis, est-ce qu'on a besoin des voitures électriques dont la production pollue plus que le pétrole qu'elle nous empêche de brûler et de polluer dans l'atmosphère? J'ai envie de te dire non, mais si tu passes pas par cette phase-là, tu n'auras peut-être jamais une voiture électrique qui, même dans sa conception, fera plus de bien à l'environnement que le mal, etc. etc. Donc oui, si la question c'est est-ce qu'on a besoin d'autant de layer 2, et est-ce que dans tous ces layer 2, il n'y en a pas qui vont bientôt crever, qui sont inutiles, mais est-ce que dans tous ces layer 2, il n'y en a pas certains qui vont apporter des réponses qui nous permettront d'avoir une réponse finale? Oui, mais la vie est faite d'incrémentation empirique, d'itération, tu ne sors jamais un diamant tout de suite, tu te dois d'améliorer, d'apprendre, de faire des erreurs, de recommencer, tout comme la blockchain l'a fait, tout comme les plateformes d'exchange l'ont fait, tout comme les Layer 1, les gars. Il y a une série de Layer 1 énorme. Vous voyez bien que les Layer 1 ont du mal à repartir. Vous le savez bien. Il faut qu'il y ait des lancements. C'est exactement ce que je vous dis quand je vous parle de la révolution blockchain. Internet était une révolution. Les gens avaient raison, ça allait changer le monde. Bravo, vous êtes sur Internet. Pourtant, il y a eu la bulle d'Internet avec tout qui a pété. Parce qu'il y a tout le monde qui a investi d'un coup, alors qu'il faut 30 ans à Internet pour se construire. On est dans cet âge-là au niveau de la blockchain. Oui, la blockchain, c'est une révolution. Oui, ça va apporter des solutions fortes qui vont régler des problèmes concrets et certains que nous allons rencontrer, notamment avec la génération par IA de tout ce qui va arriver dans les années qui viennent, qui va nous permettre d'ailleurs d'avoir une unicité numérique et de savoir qui a créé quoi, quand et comment, mais on va quand même passer par une étape où tout le monde va juste essayer de surfer la tendance et va essayer de profiter, de capter un max de pognon sans avoir de certitude de créer l'outil qui change le monde. Mais c'est les quelques entrepreneurs qui vont réellement essayer, qui vont apporter des réponses ou des solutions à des problèmes connus qui vont peut-être changer la façon dont on va interagir avec le web demain, ouais.